Le journaliste Adam Adjronou est toujours avec nous. L'activiste panafricain Oris Donkovi également est là. Le coach Esso Kwamivi à Clesso nous accompagne également. On parlait du Libéria et de l'assouplissement de l'interdiction de la double nationalité. Oris Donkovi avait la parole. Donc, je m'exprimais en disant que, alors, soit l'Africain va concevoir son adaptation au monde, aux défis actuels du monde, ou soit on va le lui imposer. Et cet exemple-là, on le voit très bien lorsqu'on prend l'histoire de la zone asiatique. La Chine était particulièrement fermée à ce que des étrangers viennent sur son territoire. À un moment, elle a dû se résoudre à ouvrir et à s'adapter, tout en imposant un certain nombre de vues qui lui sont propres. Vous avez le Japon, c'est la même chose. Ce qui permet le retour de l'Empire, c'est la fin du shogunat qui était particulièrement opposé justement à ce qui est une adaptation au monde moderne. Mais c'était ça, soit on restait dans quelque chose de très médiéval au Japon, ou soit on concevait l'adaptation du Japon au monde moderne en récupérant, si vous voulez, en termes de substance, la richesse culturelle japonaise. En Afrique, ça va être exactement ça, c'est-à-dire faire croire à des populations qu'il faut s'enfermer dans un chauvinisme restrictif, c'est illusoire. C'est-à-dire nos pays, effectivement, doivent s'ouvrir économiquement, ainsi de suite et tout ça, c'est vrai, mais il faut que ces pays, nos pays conçoivent leurs projections. Lorsque la personne, par exemple là on parle des doubles nationalités, ainsi de suite, lorsque vous avez des gens qui reviennent, qui veulent investir, qui ont envie de participer à la construction de la nation, et ainsi de suite et tout ça, mais quel est le processus, quel est le canevas, quels sont les fondamentaux qui permettent à ces personnes-là de ne pas se mettre en marge des populations, mais de participer de s'intégrer à la construction. Défini, tout cela doit être bien défini. C'est-à-dire, si vous voulez, de mon point de vue, c'est l'État qui impulse. C'est l'État qui impulse, c'est l'État qui doit avoir un modèle, c'est l'État qui doit avoir des idées de projection. Et pour cela, justement, il faut ouvrir le débat à toute la classe intellectuelle, que ce soit les sociologues, les anthropologues, les historiens, et ainsi de suite, pour pouvoir plancher sur ce questionnement-là, pour ne pas retourner, justement, avec quelque chose qui s'est déjà passé sur le continent africain, qui est celui des Noirs qui reviennent aux sources et qui sont confrontés aux autochtones. Oui. On a vu au Nigeria, comme je l'ai dit, on l'a vu dans les côtes africaines, pour ne pas être confronté également dans une partie du Ghana. Pour ne pas être confronté, par exemple, aux étrangers qui ont la nationalité, mais qui ne sont pas imprégnés d'un sentiment national, comme on peut le voir du côté d'Haïti et dans d'autres pays. Voilà, ce sont vraiment des questions très sensibles, mais ce sont des questions auxquelles il faut trouver réponse. Si on souhaite qu'on ait des investissements, oui, mais des investissements qui soient constructifs dans tout le sens du terme. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'économie. C'est-à-dire, fondamentalement, ces lois sont faits pour permettre des investissements d'ordre économique, mais en réalité, l'influence va dépasser le cadre économique parce qu'on va rentrer dans des considérations sociales. Et c'est ce qu'on a eu justement en Côte d'Ivoire à un moment. Parce que si vous ne dites pas fondamentalement aux Ivoiriens que une partie des voltaïques ont investi dans le territoire, et que vous ne permettez pas l'intégration de ces voltaïques, forcément vous allez rentrer dans le conflictuel. Rentrer dans le conflictuel. Et tout à l'heure, coach Issa Clesso, Adam a parlé également de l'apport des Nations Unies quand cela emballe des secteurs, tellement de secteurs. On a parlé de l'économie, on a parlé d'autres secteurs. Il faut l'apport des Nations Unies et c'est fait au Libéria. Bien avant ça, je pense que Oris avait énuméré 2 ou 3 secteurs. Il a parlé de l'économie, et le foncier. Sauf que ici au Libéria, c'est plus le politique et le culturel qui créent problème. Quand vous voyez par exemple la vice-présidente de comment on appelle Weah aujourd'hui,
c'est l'ancienne femme de Charles Taylor. Ouais. Et elle fait partie des minorités puissantes là. Elle en fait partie. Quand vous voyez l'ancienne présidente également, son papa fut le premier président né. Ce sont également donc on n'a pas à faire de compte associer les autochtones au pouvoir politique aussi. Or, dans le développement d'un pays. Ils sont libériens, ceux que tu cites. Non, ils je sont dis, de fait, oui, ils dis, ils sont des Libériens expatriés. C'est ce que je suis en train de dire. En fait, ils ont la nationalité. Les descendants, ils ont toute la nationalité. Le souci, c'est qu'il y a des autochtones qui sont là-bas et que les États-Unis, ayant des esclaves affranchis, voulaient un territoire sur lequel il faut les déverser. Maintenant, quand ceux-là sont venus, ils ont presque tout pris chez la population autochtone. Jusqu'à, comme je le dis, c'est en 80 que Samuel Doe, étant contre cela, a fait un coup d'État au président pour prendre, et même sans oublier qu'on lui a même imposé de prendre Charles Taylor comme conseiller. Donc, en fait, on n'a jamais laissé le pouvoir politique aux auteurs en tant que tel. Et ça filtre les gens, même quand on peut le dire sous le vocable de l'Afrique comme on veut. Actuellement, quand Éric Zemmour dit la France aux Africains et Sarkozy disait immigration choisie, en fait, ce sont les mêmes choses que les gens ont dit d'une autre manière. C'est pour dire que ce n'est pas aussi tant, comme Éric le dit, que l'économie qui a... il a parlé qui contraint, du foncier. Qui contraint les gens. Vous pensez que c'est culturel également? Il y a la politique là-bas. La Chine, par exemple, comme Ulrich l'a dit, la Chine est rentrée dans l'OMC dans les années 2000 avant d'ouvrir ses frontières. Donc c'est l'accès à l'OMC qui a fait que la Chine est obligée d'assouplir sa décision. Non, attention. Je te rappelle que c'est dans les années 2000 que la Chine est rentrée dans l'OMC. Non, moi je parlais pas de ça, je parle pas de cette ouverture-là. Tu parles non, tu as dit non, tu as fait une analyse et sans mentionner. Moi je dis que c'est l'entrée à l'OMC qui lui a donné des conditions avant de rentrer dans le pays. La Chine avait fermé son marché aux autres pays. Donc, les conditions, c'est qu'elle ouvre également son marché et elle permet à ce que certaines choses sur elle-même, on lui avait même imposé le droit de l'homme. Non, moi je parlais pas de cette chose-là. Non, Maurice, c'est ça, ne me prends pas. Ne te me prends pas, même la Russie dont on parle. C'est parce que ces pays ont accepté une partie du capitalisme dans leur pays. La Chine de Deng Xiaoping, c'est pas la Chine de l'OMC. Hein. Non, je dis, avant l'OMC, non, on l'avait contraint à le faire là. Avant, comment on va pas quoi? Justement, il y avait, non. Avant l'entrée de la Chine à l'OMC, la Chine n'avait pas le deuxième rang mondial. Attention. Non, faut faire attention. Justement, ce que je sais de dire, vous voyez, si la Chine n'est pas puissante depuis 2000. Hein. L'amorce du développement chinois, c'est bien avant. Non, la deuxième place, c'est de la communication. Moi, quand je te parle de l'ouverture de la Chine. On revient au Libéria. Oui, ok. Oui. Soit toi-même tu te désinformes. Oui, Oris. Non, quand tu manques d'informations, ça ne m'étonne pas. Oris, je dis que la Chine, avant d'entrer à l'OMC... Est-ce qu'on peut revenir? Non, on revient, c'est ce que je dis. C'est ça, je dis. Elle n'avait pas cette position, elle n'était pas la deuxième puissance économique du monde. C'est ce que je dis. L'OMC a permis culturellement que la Chine vende sa culture. Quand elle est rentrée dedans, elle a exporté sa culture. Donc, à partir de 2000. Je dis, quand elle est rentrée, quand je dis à partir de 2000, il faut faire attention à ce que je dis, parce que je le dis, je n'ai pas dit que la Chine n'avait pas entamé ça, mais c'est en 2000 que la Chine a ouvert ses frontières aussi grandes que les autres pays. Donc, comme je le dis, je ne voudrais pas qu'on prenne des choses d'une manière biaisée et qu'on fasse des analyses en montant des procès. Comme je dis, moi je sais très bien que depuis dans les années 2000, la Chine n'était pas aussi puissante qu'aujourd'hui. Dans les années 2000. Bon, Adam Adjornou, on va chuter avec vous. Vous avez quelque chose à chuter sur ce sujet? Oui, je disais en réalité, donc, cet état où carrément nos pays sous-régionaux n'ont pas toujours cette manie-là ou cette volonté de pouvoir anticiper sur les graves crises qu'entraînent véritablement donc, ces questions-là. Et on l'a vu avec le Libéria, avec le coup d'État qu'a fait Samuel Doe, les atrocités qui s'en ont suivi, et lui-même, par après, il a été rattrapé également par ces atrocités-là. Donc, je pense que le Brésil était là, qui était très expressif, mais sauf que
la sous-région ouest africaine n'a pas pris les dispositions pour anticiper à cela. Donc il a fallu carrément qu'on puisse arriver à ces gens d'atrocité, à ces gens de mort d'hommes, et qui d'ailleurs même a conduit aux nombreux coups d'État qu'on a connus également dans ce pays-là. Donc à l'avenir, il faudrait que les subdivisions sous-régionales puissent prendre la question à bas le corps pour éviter à ce qu'on puisse arriver à ces gens d'atrocité avant de prendre les dispositions qu'il faille. On quitte le Libéria pour le Congo. 5 femmes métissées âgées de plus de 70 ans, nées au Congo, ont été arrachées à leur mère à l'âge de 2 ou 3 ans pour être placées dans des institutions religieuses et soumises à la tutelle de l'État. Ces femmes accusent aujourd'hui l'État belge des crimes contre l'humanité. La Belgique conteste la qualification. Alors, coach Issa Clesson, je vous ai vu sourire. La Belgique conteste la qualification de crime contre l'humanité. Je pense que j'aurais voulu donner raison à nos sœurs ou bien à nos mamans plutôt, si seulement elles n'avaient pas terminé par de réclamer 50 000 euros. Ah oui. Donc, parce que je trouve que ce n'est pas ce qu'elles avaient subi seulement qu'elles réclamaient, mais elles puissent parler de la question financière, c'est cela. Et c'est plutôt l'ancien Premier ministre belge qui a suscité ce problème, parce que je pense en 2020-2019, il a reconnu, il a demandé des excuses par rapport à la colonisation. Mais la colonisation, dans son ensemble, est un crime contre l'humanité. Il faut le prendre, parce qu'il y a des exactions qui sont commises de part et d'autre. Maintenant, si c'est sur ce plan qu'elles prennent ça, alors elles ont raison. Mais moi, la terminologie ou le vocable, 50 000 euros qu'elles réclament finalement, puisque je ne suis pas sûr que, bien qu'on les ait extirpées de leur famille, elles ont été seulement maltraitées, parce que si elles sont... Si elles vivent aujourd'hui, certains qui sont en France ou aux Pays-Bas, en Belgique, c'est l'une des conséquences positives également de la colonisation. Il y aura certaines qui seront aux Pays-Bas. Et aussi, comme moi j'ai vu leurs photos, elles ne ressemblent pas des gens qui sont dans des besoins aussi alarmants que cela. Donc je reconnais qu'elles ont été maltraitées et enlevées de leur famille, qu'il y a des vices qui sont commis, mais jusqu'à les qualifier sur l'ordre de crime contre l'humanité. Parce que quand nous voyons ce que la TPI qualifie de crime contre l'humanité, ce sont des exactions. La Cour pénale internationale. Oui, il y a des exactions qu'on énumère comme ça, où je ne sais pas si leurs parents ont été tués parce qu'il y a une qui dit qu'on a même vilipendé son papa ou tout ça là. Donc je ne sais pas si c'est cela, elle l'appelle crime ou c'est ce qu'elle-même a subi. Ben, le fait d'évoquer les 50 000 $ change un peu la donne de mon côté. Oui, le fait d'évoquer l'argent, cela n'essiole pas le combat pour l'histoire et pour la prospérité. Il faut faire attention, il ne faut pas focaliser sur la question de l'argent. C'est très grave ça. Le Congo belge de la période coloniale est extrêmement violent. On parle d'un territoire qui doit faire, je ne sais pas, de multiples fois la Belgique. Mais je repose ma question. Oui. Je reconnais qu'il y a eu l'histoire là. Oui. Dont vous êtes en train de parler. Oui. Mais déjà, quand on voit le début du combat et on parle de 50 000 euros, c'est comme si on ne pense pas aux autres, on pense seulement à ces 5 femmes. Quelle autre? Il y en a d'autres aussi qui Oui, il y en a d'autres. Maintenant, est-ce qu'elles se sont constituées pour porter plainte? Maintenant, le problème n'est pas là. C'est-à-dire, lorsque on dit des femmes qui ont dit, parce que c'est dit de manière très pudique, on dit des femmes qui ont été arrachées à leur famille. Il faut bien comprendre. Ces femmes-là, elles ont été arrachées à leur famille. Elles ont été placées dans des centres un peu comme si elles étaient des orphelines. Leur père n'en voulait pas. Et on ne voulait pas qu'elles constituent, si vous voulez, un type de strate sociale qui aurait émergé au Congo. Et maintenant, quand on parle du Congo en question, où ces filles naissent, mais il ne s'agit pas de relations amoureuses, consensuelles, tout ça, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de viol. C'est ce qu'on ne dit pas. Sinon, s'il ne s'agit pas de viol, il n'y aurait pas de friction. Le Congo colonial, c'est un Congo extrêmement violent. C'est un Congo où Léopold n'a pas pu rallier un certain nombre de politiques belges à sa cause.
Et maintenant, comment on appelle, cède des concessions à des compagnies privées. Donc, pour une simple friction, on coupe les mains et les pieds des autochtones. On parle de entre 8 et 15 millions de morts. C'est de ça on parle. Oui, si ils avaient pris un recours collectif, j'aurais compris. J'aurais pu comprendre. Mais elles disent... Le recours, pour moi, cette dame-là, il faut déjà saluer ce qu'elles ont fait. Elles ont fait ce qu'elles ont pu. Actuellement, lorsque vous parlez de recours collectif, c'est quoi? Ce sont des enfants qu'on a arrachés, qu'on a jetés dans des orphelinats, qui sont coupés de la famille paternelle, c'est-à-dire la famille européenne qui n'en veut absolument pas, de la famille africaine qu'elles ne connaissent pas, et qui sont originaires d'un État africain sous-développé qui n'a pas les moyens d'attaquer une puissance coloniale, une ex-puissance coloniale qui est la Belgique. Pour la dent, je parle de la dent de Lumumba, la dent de Lumumba. On reconnaît le crime de Lumumba, on reconnaît ce qu'il... Il y a des enquêtes dessus, tout ça pour la dent de Lumumba. Lumumba est décédé dans les années 60, on est en 2021, c'est 60 ans après qu'on a réussi à récupérer la dent. Donc vous pensez que pour des exactions de viol, des exactions, on a pris des enfants, on les a emmenés à l'extérieur, c'est-à-dire, si vous voulez, le pendant du Code noir signé, je pense, au XVIIe siècle par Louis XIV, où on dit, grosso modo, qu'on ne veut pas sentir de métissage. C'est-à-dire, mais vous pensez que ces dames-là, comment elles font pour se défendre? Quel recours? Quand elles attaquent en Belgique. Maintenant, effectivement, oui, la loi permet... Les autres de suivre si elles le peuvent. Ouais. Si elles le peuvent. Parce qu'on parle de personnes qui ont quoi, 70 ans et quelques. Il y a des familles, il y a des femmes, il y a des personnes qui n'ont pas envie de revivre cette histoire parce que c'est des histoires de violence. Le système, comment dirais-je, de centre destiné à l'enfance en difficulté en Europe, c'est pas un camp de vacances. Vous n'avez qu'à demander aux enfants de l'ADAS en France. Vous n'avez qu'à demander aux enfants exportés des Royaumes-Unis en Australie. Vous n'avez qu'à demander aux Amérindiens au Canada qu'on a foncièrement coupé de leur famille, qu'on a mis dans des camps sous prétexte de vouloir civiliser. Donc en fait, ce que je trouve, ce dont on doit s'intéresser, c'est que je pense que ces dames-là, que je trouve courageuses, parce qu'elles ne peuvent pas mettre toute leur nudité. Quand on dit elles sont restées dans des officines religieuses. Mais les officines religieuses sont celles qui, il y a à peine, on parle pas de mois, on parle de semaines, reconnaissent qu'il y a eu des abus sexuels sur enfants. C'est reconnu, c'est dit maintenant. Donc vous pensez que des orphelines métissées, dévalorisées, sans repères, qui sont jetées dans des orphelinats européens, c'est-à-dire que vous n'avez pas de vacances, vous n'avez pas de famille, vous n'avez rien, qui sont issus d'abus sur des autochtones, qui sont abusés, qui sont violentés, qui sont martyrisés, et ainsi de suite. Quel état psychologique, qu'est-ce que vous voulez que ça donne en termes de personnalité? C'est ça. Adam Adjornou, la plupart de ces enfants sont nés de l'union, si on peut le dire, entre un blanc et une noire. Est-ce qu'à un moment donné, on ne... C'est pas de l'union. Moi, je ne veux pas ce terme-là, union. C'est pas l'union, c'est des rapports de force. C'est-à-dire, même au Togo, il existe cette histoire conflictuelle. C'est-à-dire, il faut arrêter de faire croire aux gens qu'un ancien esclavagiste ou un ancien commerçant d'esclaves ou un ancien commerçant, je ne sais pas, homme d'affaires, qui a sous lui des esclaves, est tombé foutument amoureux d'une demoiselle qui passait et qu'ils ont convolé en douce noces et qu'ils ont fait des enfants, qui leur a fait une bise sur la joue, alors même que les enfants étaient métis et que même à l'époque, l'opinion était fortement, comment dirais-je, fortement hostile à ce qu'on puisse en faire des enfants métissés. Le code noir, il vient de là. Le rapport, quand on dit par exemple aux États-Unis que vous pouvez être blanc, vous avez 1% de sang noir dans la peau, on dit vous êtes noir. Il vient de là. Si par exemple, après on dit Obama, c'est un métis, mais on dit Obama c'est le premier président noir alors qu'il est métis, ça vient de là. Donc on ne peut pas parler de ça
sans parler des exactions des femmes en question, des mères de ces filles. Derrière ces rapports, il y a des exactions. Il y a des exactions. Il y a un rapport violent de ces familles africaines mutilées, exploitées, dont on a forcé les filles à avoir des rapports et qui ont eu des enfants. Lorsqu'on parle par exemple du chemin de fer Congo-Océan à Brazza, le chemin de fer qui est utilisé actuellement, le chemin de fer Congo-Océan à Brazza, on est parti rafler des villages pour pousser les gens au travail forcé. C'est un chemin de fer plein de cadavres. L'Afrique centrale, ce qu'on ne dit pas sur l'Afrique centrale, c'est que l'Afrique centrale, on en a fait fortement une colonie d'exploitation. L'Afrique de l'Ouest a eu plus de chance. On a eu, alors quand je dis plus de chance, en griffe, dans le sens où, comment dirais-je, le territoire est moins pourvu, mais moins accidenté. Mais l'Afrique centrale, c'est différent. Donc ces gens-là, ils ont été c'est violemment qu'ils ont été exploités. Mais par la suite, Adam Adjronou, on sent cette phobie de la suprématie des métis sur les Blancs à un moment donné. D'abord, moi, je pense que le vocable crime contre l'humanité est établi, oui, forcément. Pour la simple et bonne raison que lorsque vous prenez, c'est vrai qu'on ne peut que parler de l'union. Mais quel genre d'union? Oui. On ne peut que parler d'union de toutes les façons. C'est une relation entre deux personnes qui ont conduit donc à la naissance de quelqu'un. C'est une union. Sauf que voilà. Lorsque vous faites des violations sur femme, il n'y a pas eu donc de relation consensuelle qui amène donc à la naissance d'un enfant. Je ne vois pas dans quel code du monde ce n'est pas appelé crime. Donc, ce sont des crimes établis. Donc, par rapport à ça, moi, je pense que ces femmes-là ne luttent pas seulement pour elles. Si même aujourd'hui, la lutte qu'elles mènent semble se limiter à elles seules, je pense que c'est une sorte de précurseur qui amène. Puisque ces gens-là sont bien recensés, ils constituent à peu près 15 000. 15 000 armes. Autour de 15 000. Ouais, autour de 15 000. Donc ça voudrait dire quelque part qu'ils sont bien recensés, on les connaît bien évidemment, et je ne crois pas qu'on puisse donc peut-être dédommager ces gens-là. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le pécuniaire qui est donc évoqué, moi je pense qu'il essaie pratiquement de dévaluer la question en elle-même. Pas parce que l'estimation n'est pas peut-être grande, non, je ne parle pas de l'estimation, mais au même moment, le fait qu'on puisse peut-être donner la chance peut-être à la Belgique de pouvoir se tirer d'affaire, ne serait-ce qu'avec cette division. C'est vrai que c'est symbolique, parce qu'ils se sont dit de pouvoir donc matérialiser le préjudice que ces gens-là, on ne connaît pas le passé, il n'y a rien qui puisse véritablement les amener à pouvoir donc se tirer d'affaire quelque chose. Mais ils disent qu'il faudrait quand même qu'il y ait une matérialisation de l'acte pour faire en sorte que, même si par appel à la législation, puisque moi je pense que c'est véritablement des crimes, puisque ces gens-là n'étaient pas non plus reconnus aussi par la législation congolaise et encore moins par la législation belge. Et puis ils étaient donc rejetés aussi par les Congolais et rejetés, puisque eux-mêmes ont dit il ne peut pas avoir d'union entre un noir et donc avec un blanc. Donc quelque part, il y a des familles qui ont voulu en parler, peut-être ils sont tués, il y a des gens à qui on a coupé des bras, etc., compte tenu du fait que ces filles-là ont à un moment donné voulu peut-être en parler en famille et qu'il y en a, vous savez, quel que soit les cas, quel que soit les multiples formes d'armes qu'avaient donc les Belges ou les colons pris dans leur globalité, quelque part, il y a des gens qui poussent le culot à pouvoir peut-être opposer une certaine opposition face à ces gens-là. Et ça corrobore ce que Oris dit, ce n'est pas une relation en tant que telle. Ce n'est pas du tout une relation consensuelle, en fait. Ce n'est pas une relation consensuelle. Si tu permets, pour ajouter à ton moulin... Oui, non, allez-y, c'est pas pour ajouter à ton moulin, est-ce que vous savez que dans l'histoire, lorsqu'il y avait des colons, alors les colons, ce qu'on appelle des colons, ou ce que vous appelez disons, des gens qui vont investir dans les colonies africaines, ce n'est pas les meilleurs, ce n'est pas les plus sains, les plus dévoués, les plus gentils. Et alors, lorsque ces personnes-là s'exportaient pour aller dans les colonies, et que justement se posait la question de savoir comment ça allait se passer au niveau sexuel, c'est-à-dire les unions, si vous voulez, non reconnues avec les autochtones, on envoyait des convois de femmes blanches. On a envoyé aux Antilles des convois de femmes blanches.
Parce que justement, on ne voulait pas qu'il y ait ces relationnels entre le colon esclavagiste et la femme noire déportée ou la femme noire indienne. Donc c'est pour dire que ce sont des questions éminemment politiques parce qu'il y a un calcul économique derrière. Le problème avec ces femmes métisses, c'est que justement on ne veut pas constituer, comment dirais-je, une strate qui poserait problème. La strate, la caste des métisses. Lorsque, par exemple, vous avez, pour revenir au Code noir, c'est pour ça que le Code noir statue sur la question du métissage. Et c'est pour ça que le Code noir précise la religion. C'est là où vous avez parfois des gens qui attaquent la religion. Précise la religion parce que... Surtout, vous permettez que j'y arrive. On va donner un peu la parole au coach également, de donner son avis. Je pense que Adam n'avait pas fini, mais bon. Oui, je n'avais pas fini, je devais... On va lui remettre sur la place. Ce n'est pas une faute, c'est un débat de toute façon. Ce que moi je discute tout d'unique dans le Adam, procès, gardez le fil. Dans le procès, là, normalement, tout procès qu'on gagne, après, il y a, surtout si c'est pénal, il y a dommage et intérêt si le civil s'y ajoute. Parce que si les femmes la remportent, on va dire réparation d'une manière ou d'une autre. Moi, c'est là où je dis qu'elles ne devaient pas mettre en avant l'esclavage. Et en plus, la colonisation dans tout son ensemble, ça a été vraiment un crime. C'est là, moi, je ne prends pas... Aucun pays en Afrique ou dans le monde qui a été colonisé ne peut jamais dire qu'il n'y a pas eu des exactions. Il y en a eu partout. Maintenant, ce n'est pas, je pense que ce n'est pas les premières personnes ici qui ont intenté un procès. Oris va me situer. Je pense qu'il y a un Camerounais, Daniel Evandé, qui, avec un roman Vive le président, où on dénonce, il y a un procès contre l'Occident dedans. J'oublie. Donc, depuis longtemps, tout le monde sait que ce n'est pas bien. Maintenant, moi, ce que je veux, si elles font un mouvement et que l'argent là, comment dire, vous voulez dire que l'argent peut permettre à la Belgique de se tirer d'affaires aussi. Adam vient de le dire. C'est-à-dire que si la Belgique voulait se tirer de ça, elle devait. Si elles sont on leur perd l'argent. Le problème est réglé. Alors que si on prend le procès, au même moment, ça peut pousser le Congo-Brazzaville est dedans, le Togo va dedans, Côte d'Ivoire va dedans. Et il y a une autre reconnaissance, autre que les gens l'ont fait pour reconnaître. Jusqu'à présent, au niveau des Nations Unies, on a accepté comme crime. Comme il m'a dit ce qui s'est passé dans la colonisation, mais les pays là n'ont rien fait de concret par rapport à cela. Donc c'est en cela que je dis que le vocable ou bien le fait d'ouvrir cette fenêtre pécuniaire là est dangereux. Ah oui, Adam, oui, vous avez 2 minutes pour oui. En fait, la question, si ces dames-là n'ont pas exposé toute la nomenclature des services qu'ils ont donc suivis, en parlant donc des parents, leurs mamans, etc., c'est justement parce qu'aujourd'hui, ça vient qu'elles sont vieilles, mais on ne peut pas exposer leur vie, ce qu'elles ont subi jusqu'à ce point-là. Voilà pourquoi la question a été donc abordée d'une manière superficielle. Mais quelque part également, même si nous prenons Togo, il y a ceux-là qu'on appelait, je pense à Baguida, Yovo Djibé, etc. Ils ne sont pas loin du cas. Mais sauf que ici, nous, nos législations, les enfants ont porté les noms des mamans, etc. Donc, ils sont connus comme les Togolais, mais des Blancs, ils sont partis. Et jusqu'alors, il n'y a pas eu donc de traçage pour faire en sorte que ces gens-là, d'abord, ceux qui ont commis ces gens d'atrocités aussi bien au Togo, comme partout ailleurs, vous allez au Bénin, ça existe, au Ghana, au Côte d'Ivoire, partout ailleurs, ça existe. Sauf que, c'est vrai, bon, étant donné qu'ils sont acceptés dans nos législations, on estime que, bon, la question est résolue. Et ça, heureusement, fort heureusement, et je parlais donc d'hospitalité de nos pays, on fait que nous avions quand même conçu nos tests comme tels, faisant en sorte que ces gens-là sont vite reconnu, puis le problème est résolu. Allez, on marque la pause pour le journal et on revient avec Horus Donkovi, Adam Adjronou et Isso Akleso.